659e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Laurent. Un événement dans l'armée française, ou plus exactement dans le renseignement militaire, avec, on ne dira pas la mise à pied, mais en tout cas un changement à la tête de ce renseignement militaire. Le général Éric Wibow, qui y dirigeait, je crois que c'est un aviateur, c'est un général de corps aérien, a été remercié. Alors, il n'y a pas de détails sur les raisons de ce déplacement, on ne va pas parler de limogeage, mais est-ce qu'on peut situer ce que c'est exactement que le renseignement militaire ? Le renseignement militaire appartient au rite général du renseignement, c'est-à-dire être informé des situations, et même de sa propre situation, quelquefois interne, mais surtout est tourné vers l'extérieur. C'est la recherche du renseignement dans tous ses détails, aussi bien psychologiques, matériels, logistiques, financiers, bref, c'est un travail considérable et qui, normalement, est couvert par le secret. C'est d'ailleurs si secret que je ne connaissais pas le nom du général qui en avait été chargé. C'est dire qu'au moins ce secret-là, il avait su le garder. Est-ce qu'on peut dire que c'est un élément important de la souveraineté nationale et de l'indépendance ? Très important, très essentiel. Parce que ne pas avoir un bon service de renseignement, c'est comme être aveugle ou sourd. Et justement, la guerre en particulier, qui est le métier des armes, exige une lucidité, une acuité importante. Et si elle manque, évidemment, tout se répercute sur l'ensemble de l'échelle de commandement. Et comme c'est un élément fondamental de l'appréciation de la situation et du sujet, il est évident que tout dépend bien souvent du renseignement. Avec un bon renseignement, on n'est pas toujours capable d'agir utilement, mais sans bon renseignement, on est sûr de mal agir. Alors beaucoup d'experts pensent que nous sommes très dépendants dans ce domaine des anglo-saxons et que les Américains, les Britanniques ont une force de frappe dans le domaine du renseignement supérieure à la nôtre. Il semblerait ce changement, qu'il soit lié évidemment à la guerre en Ukraine et à l'interprétation du renseignement français fourni aux politiques qui apparemment auraient connu des défaillances d'interprétation ou d'information. Oui, c'est probable ça, mais on sait que dans le domaine du renseignement, les Britanniques en particulier ont une expérience considérable et très, très célèbre d'ailleurs, hein. Mais les Américains aussi, sans doute, parce que je crois qu'on sous-estime le rôle que jouent les États-Unis dans l'affaire d'Ukraine. On voit apparaître à l'écran un certain nombre de gens, mais on ne voit pas apparaître les puissances qui les animent. Bon, la Russie, bien sûr, c'est M. Poutine, on le sait, mais le reste, les adversaires de Poutine, on les imagine acteurs modestes de la politique internationale, alors qu'en fait, il s'agit des États-Unis qui y mettent tout leur cœur, si j'ose dire, et même tout leur fric. Vous pensez que l'actuel président ukrainien est peut-être sous une certaine influence américaine ? Oui, je pense que tout le jeu se fait entre Poutine, c'est-à-dire la Russie, et les États-Unis, qui s'efforcent d'ailleurs de contrer la Russie de telle sorte qu'ils prennent le risque d'un rapprochement entre la Chine et les États-Unis, ce qui serait un tremblement de terre diplomatique et militaire. Et ce serait une situation tragique. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à ce degré de rupture. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les négociations, en tout cas les échanges diplomatiques entre les Russes et les Ukrainiens, se déroulent en Turquie? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je me demande si justement ça n'est pas l'influence des États-Unis qui s'exerce en cette occurrence, puisque on sait que la Turquie fait partie de l'OTAN, ne fait pas partie de l'Europe, aurait souhaité le faire, mais on a tout de même là trouvé une opposition que j'espère définitive, parce qu'évidemment on peut avoir de l'estime pour la Turquie ou du respect, mais il est bien évident que la Turquie n'est pas l'Europe, bien qu'elle ait essayé de la conquérir à plusieurs reprises, et qu'elle n'a probablement pas perdu ce réflexe, je dirais, vital, d'autant que je rappelle que c'est un pays de très forte natalité
et une population très importante. Vous y ajoutez les turcophones, au-delà de la Turquie proprement parlée. Si on y ajoute les turcophones, c'est plus de 100 millions. Je crois que ça fait même 200 millions non, au 200, total. Alors 200. C'est considérable. Est-ce que vous avez réfléchi hier certainement, vous avez fait un tweet un petit peu inhabituel sur un sujet sur lequel vous exprimez plus rarement. D'ailleurs, c'est tellement vrai que j'ai eu un appel de presse ce matin d'un journaliste que je ne vais pas citer pour ne pas être déplaisant, très surpris que vous ayez tweeté à propos d'un sujet qui n'est ni l'immigration ni l'insécurité, l'inflation. Alors, vous parlez de bouleversements très importants qui vont être liés à l'accroissement de l'inflation dans nos pays, en particulier en France. On parle de 4-5% aujourd'hui en moyenne annuelle, mais il semblerait que les voisins espagnols en sont déjà à 12%. On parle d'une baguette de pain qui, en gros, de 90 centimes d'euros passerait à 1,20 € dans les prochains mois et même assez rapidement. Est-ce que ce choc d'inflation va avoir des conséquences politiques? Peut-être dès maintenant dans l'élection présidentielle, mais aussi dans les comportements et dans un avenir proche. Je pense que s'il se manifeste de façon claire, comme cela semble amorcer désormais, Macron y risque sa peau. Macron peut être battu à partir du sentiment qu'auront les Français d'une inflation qui est en train de vider leur portefeuille et de les mettre pour beaucoup dans des situations sociales intolérables. Et là, je crois qu'on ne faut pas sous-estimer, évidemment, il y a des problèmes de temps. Il reste 8 jours. Mais en 8 jours, la baguette a la possibilité d'augmenter de manière significative, de telle sorte que les Français se rendent compte du phénomène. Ils ne s'en rendent pas toujours compte, parce que ils vivent dans le détail de la vie de chaque jour. Mais quand ils font l'addition, et il faut qu'ils aient le temps de la faire, si d'ici 8 jours, ils se sont rendus compte que cette inflation en est à ses débuts, et que, en quelque sorte, l'abaissement de leur capacité vitale est touché, ils peuvent avoir un réflexe qui, normalement, devrait les porter à condamner les gens qui en sont responsables. Enfin, en tous les cas, qui en ont la responsabilité politique. Alors, on peut éventuellement, quand on est en charge, comme le président Macron et son gouvernement, dire tout ça, c'est la faute de Poutine qui a attaqué l'Ukraine, alors qu'on sait que le mouvement inflationniste avait commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui, l'invasion de l'Ukraine par la Russie aggrave le problème, l'accélère. Mais en effet, il était déjà contenu dans les situations précédentes. Et il était prévisible. Ce qu'on ne savait pas, comme souvent, c'est la date, le moment où le phénomène ou l'événement se produit. Mais bien sûr, ceux qui ont la lucidité, et qui la cultivent, essayent de prévoir l'avenir. Gouverner, c'est prévoir. Alors, la question de l'Ukraine, évidemment, apparaît partout. Les approvisionnements en matière énergétique, etc., sont des sujets complexes, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez des entreprises françaises qui ferment leurs établissements en Russie actuellement? Je pense à une grande marque de vêtements et d'outils de sport, Decathlon qui s'en va, par exemple, c'est la dernière en date, je crois. Auchan qui résiste, en revanche, très grande marque française implantée en Russie. Du même groupe. Auchan et Decathlon. Même groupe que Decathlon, oui. Donc, dans un cas, ils se conduisent bien, dans l'autre, mal. Oui. Vous savez qu'on reproche à ces entreprises, et quelquefois à leur personnel français, d'être les alliés du président Poutine. Oui, moi je trouve absolument anormal que les sociétés françaises se trouvent obligées de suivre la politique internationale et de sacrifier leurs intérêts et surtout ceux de leurs actionnaires comme cela, délibérément. Il me semble qu'ils devraient rester à l'écart du débat politique international et jouer sur leur terrain, qui est le terrain économique. Et on ne leur en demande pas plus, mais on ne leur en demande pas moins non plus. Est-ce qu'il est possible, par exemple, que ces groupes français qui se retirent soient remplacés par d'autres pays dans l'avenir? Parce que perdre des parts de marché, c'est très dur de les récupérer par la suite. Nous avons tout à perdre dans cet épisode. Il faut rester à sa place. Nous avons des entreprises qui se sont très heureusement implantées en Russie. Et nous avons une certaine priorité, même d'action. Et nous ne devons pas la perdre. C'est folie que de se laisser aller à la mode
de l'anti-russisme. Alors revenons en France avec l'élection présidentielle, on va tout de même en dire un mot, c'est dans quelques jours maintenant, l'échéance approche à grands pas. Je ne suis pas candidat. Vous faites bien de le dire parce que il arrive parfois que quand vos visiteurs le déplorent. Eh oui, mais peut-être trouvera-t-on des bulletins, Jean-Marie Le Pen, mais il n'y en aura pas sur la table. Non, mais on peut les fabriquer chez soi. Ah, c'est vrai. Mais ça supposerait que le deuxième tour, qu'il n'y ait pas deux candidats proches de nos idées. Non, ça n'arrivera pas. J'ai ma propre candidate, puisque je soutiens la candidature de Marine Le Pen. Par conséquent, je serais quand même un petit peu représenté. Alors, je voulais vous poser une question à propos de votre relation avec les sondages. Depuis toute votre vie politique, je crois me souvenir que jamais le Front National, pendant les 40 années où vous l'avez fondé, dirigé, n'a commandé un seul sondage. Et vous aviez une formule à l'époque en disant, au fond, dans les sondages, on trouve ce qu'on a mis dans les médias. Et par conséquent, si on sait lire les médias, on anticipe sur ce que le sondage va apporter. Votre analyse me paraît juste, mais nous n'avons jamais commandé de sondage, surtout et d'abord parce que nous n'avions pas les moyens financiers de le faire, parce que c'est assez coûteux, je crois. Mais en l'occurrence aussi, c'est un phénomène, une approche de la réalité politique qui n'est pas négligeable, mais qui doit être prise avec prudence. C'est pas parce qu'elle peut subir des manipulations qui sont perceptibles à des gens qui sont, comme vous et moi, un peu spécialistes de ces problèmes quand même. Alors là, il faut se méfier, ne pas croire automatiquement un sondage parce qu'on le voit, mais quand il se répète 10 fois, 15 fois, il est probable qu'il y a un fond de vérité quand même. Alors vous vous souvenez que pendant la période officielle de la campagne, dans les dernières heures, c'est-à-dire le samedi qui précède le vote, interdiction évidemment de publier quoi que ce soit, mais il y a toujours des sondages qui existent pour les journalistes. J'ai un souvenir, et je vais vous interroger là-dessus, la veille donc le 20 avril 2002, la veille du fameux 21 avril, le dernier sondage, c'était un sondage de l'IFOP, vous met à 14%, Lionel Jospin à 17-18 et le président Chirac au-dessus de 20. Le lendemain, il arrive ce qui arrive, 196 600 voix d'écart, vous passez devant Jospin, alors que la veille, il y avait 4 points d'écart pour le sondage ultime. C'est pas terriblement prédictif, tout ça. Ça, c'est le coup de rein génial, ça. Non, en effet, si on prend cet exemple-là, on a des raisons de se méfier. Mais ça n'est pas la règle générale, quand même. Bon, un petit mot de la campagne de Marine Le Pen, vous venez de l'évoquer. Tout le monde dit qu'elle fait une très bonne campagne. Oui, c'est vrai. Même ses adversaires le reconnaissent. Par conséquent, ça doit être vrai. Et peut-être elle n'a pas besoin d'être ferme sur un certain nombre de sujets dont le Front National et donc le Rassemblement National sont porteurs depuis 50 ans, et de façon répétitive et utile, parce que la répétition est un des éléments fondamentaux de la connaissance politique et de ses applications. Alors voilà, il reste maintenant à croiser les doigts et surtout à inviter le maximum de gens à aller voter. Il faut que les Français s'expriment. Et les Françaises, pardon, car maintenant on est toujours obligé d'ajouter une forme féminine, faute de quoi on est accusé de machisme. Je ne veux pas que cette accusation pèse sur moi. Vous soutenez une femme à l'élection présidentielle, donc c'est quand même le signal d'une certaine bonne volonté. Normalement. Un petit mot des lectures. Alors pour une fois, on va recommander des livres que vous n'avez pas encore lus. Et oui, qui ont évidemment leur intérêt. Et d'abord ce livre, Lit de sang de Joseph Estoupe, je crois aux Yvelines Éditions, je crois que c'est un camarade pour vous. Oui, le lieutenant Estoupe était au premier REP quand j'y étais en Algérie, et je l'ai connu. Il avait d'ailleurs très curieusement l'impression d'être... Il donnait un peu l'impression d'être un peu de gauche. Or, il me semble que d'après quelqu'un qui a lu le livre, je ne l'ai pas encore lu, il est très long, très intéressant, que ce n'est pas du tout la tendance qui s'exprime dans ce livre, d'ailleurs dont le titre est lui-même suffisamment pessimiste, puisqu'il s'appelle au pluriel « Lit de cendres ». Voilà, alors je pense que Joseph Estoupe s'est édité chez... Yvelines Éditions, je crois. Yvelines Éditions. Il y a toutes sortes d'éditeurs que je ne connais pas. Enfin, c'est un livre sûrement très intéressant
par quelqu'un qui connaît bien les événements depuis longtemps. Et puis alors ce second livre, que vous n'avez pas non plus encore lu, mais votre attention a été attirée parce que vous étiez en train de suivre un débat à la télévision et que vous avez vu son auteur. Oui, j'ai vu Malika Sorel, qui, comme son nom l'indique, son prénom l'indique, est arabe, est une Française très convaincue. Vous avez bien dit Sorel, hein, pas Soral. Oui, il ne faut pas se tromper, oui. Non, j'ai dit Sorel. Oui. Et c'est un livre, je dois dire que j'ai vu son exposé à la télévision, j'étais à 100% d'accord avec les idées qu'elle exprimait. Et je pense que ça doit se retrouver dans le livre, que moi je vais m'efforcer de lire, et je pense avec facilité. Alors, je l'ai également regardé à la télévision après que vous m'ayez alerté, et j'ai noté une très grande convergence, effectivement, d'analyse, de vue. Bon, l'angle principal du livre, c'est d'arrêter avec la repentance à propos de la colonisation, et à partir de là, de rendre impossible les personnes venues de ces pays dans un esprit d'assimilation ou d'intégration, dès lors qu'on leur enseigne que le pays qui leur permet d'avoir un autre avenir est un pays abominable, qui a traqué, etc. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont... Alors je l'ai feuilleté, hein, puisqu'il est arrivé aujourd'hui, mais il me semble que vous allez beaucoup aimer cette lecture. Comment ? Vous allez sans doute beaucoup apprécier cette lecture, même si elle a pris soin je le pense. Dans l'émission de Parce que télévision. s'il exprime toutes les idées que défendait Malika à la télévision l'autre jour, je dois dire que j'étais 100% d'accord avec son exposé. Alors je l'ai entendu faire une remarque dans une autre émission où, au fond, on comprenait qu'elle pense exactement comme Le Pen, mais que ça n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Oui, je ne connais pas Malika, mais je serais heureux de la connaître. Bon, l'invitation est lancée. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Au revoir.